Chers amis internautes, bonsoir et merci à nos fidèles modératrices Sam Léo et Catherine Ruby, sans qui l'émission ne serait pas ce qu'elle est. Alors ce soir, l'affaire Epstein, c'est un des plus grands scandales de notre époque. Des chefs d'État, des milliardaires, des célébrités, tous ont un jour croisé la route de Jeffrey Epstein. Mais derrière le scandale judiciaire, beaucoup parlent d'un système de pouvoir, d'influence, voire de chantage. Pourquoi cette affaire continue-t-elle de susciter autant de questions? Pourquoi certaines révélations semblent-elles disparaître du débat public? Pour tenter d'y voir plus clair, nous recevons aujourd'hui Alain Escada, président de Civitas International, qui souhaite expliquer tous les rouages de cette affaire avec des informations encore inédites. Une conversation directe sur l'affaire Epstein, les élites et la dimension morale et politique de ce scandale. Bonsoir Alain Escada. Kikastu, et merci vraiment pour me permettre de m'exprimer devant vos téléspectateurs. C'est vraiment une joie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'affaire Epstein permet de comprendre comment fonctionnent les réseaux qui dirigent le monde. Et nous l'avons vu encore très récemment lorsqu'Ariane de Rothschild évoquait par mail le sort de l'humoriste Dieudonné. Alors, pourquoi? D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser personnellement à cette affaire? Alors, parce que immédiatement, il m'est apparu que c'était la clé pour comprendre qui nous dirige et comment les réseaux qui nous dirigent fonctionnent. Je pense qu'on voit ici, lorsque l'on étudie de façon approfondie les documents, que les pires caricatures qui pouvaient nous traverser l'esprit il y a encore quelques années sont largement dépassées par la réalité. Tous les réseaux qui se dévoilent à travers les documents mis en ligne par la justice américaine nous donnent un aperçu complètement ahurissant de l'ampleur de la toile d'araignée tissée par Jeffrey Epstein. Alors bien sûr, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'abord, avoir en tête que la justice américaine n'a pas tout dévoilé, première chose. Que ce qui est à notre disposition n'est jamais qu'une part de l'ensemble des documents qui sont relatifs à Jeffrey Epstein. Et je donne encore un exemple illustrant tout cela. Il y a à l'heure actuelle environ 6,5 millions de documents mis en ligne par la justice américaine. C'est un océan d'informations. On peut s'y perdre, évidemment. Il y a quelques jours à peine, la justice américaine a encore ajouté 47 000 nouvelles pièces au dossier, mais elle en a retiré 65 000. Si elle en a retiré, c'est évidemment parce que certains éléments doivent déranger et donc ne peuvent pas rester trop longtemps au vu et au su de l'ensemble de l'opinion publique. Surtout que parmi celles qui sont diffusées, il y en a beaucoup qui sont caviardées. Ah oui, de toute façon, il y a énormément de noms cachés. Et puis, quand on prend la peine d'essayer de fouiller les photographies et les vidéos mises à disposition, beaucoup, en fait, sont sans possibilité de percevoir ce qui s'y passe. Alors, on va nous dire que c'est pour préserver les yeux des abominations, sans doute, mais du coup, évidemment, on a un aperçu très limité. Beaucoup de personnages sont tout simplement dissimulés sous un bandeau noir, de telle façon que, en fait, n'apparaissent dans les dossiers Epstein que ceux que la justice américaine veut bien livrer à l'observation de l'opinion publique et des médias. Alors pourquoi, à votre avis, cette affaire reste un des plus grands scandales non élucidés encore? Non élucidé parce que précisément, il n'est pas possible pour le système de se saborder. Et qu'en l'occurrence, l'ampleur de ce réseau, qui fonctionne, il faut le souligner, sur quasiment tous les continents. Epstein avait tissé sa toile en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, aussi bien au Moyen-Orient que dans les pays subsahariens. Donc sa toile est totalement gigantesque.
Ça signifie évidemment que dévoiler réellement l'entièreté des dossiers, mettre quantité de sommités face à leurs responsabilités et donc les criminaliser, reviendrait à mettre en péril tout un fonctionnement international, mondialiste, et qui profite, il faut évidemment le dire, beaucoup à Israël, parce que ça aussi, on le verra à travers toute cette émission, c'est que Jeffrey Epstein est certainement un maître chanteur, mais il n'est pas un maître chanteur pour ses intérêts personnels. Il est un maître chanteur au service d'une cause. Et cette cause, c'était un agent. Il était un agent. Il était un agent, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, et évidemment, on entend beaucoup les médias mainstream nous parler d'Epstein, en le prononçant Epstein évidemment, comme un agent russe, ça rime avec Poutine, Epstein, et bien sûr, c'est une façon de dévier l'attention de l'opinion publique des véritables maître chanteur. En l'occurrence, Epstein, évidemment, ce n'est pas au service de la Russie qu'il travaillait, c'est bien sûr en grande partie au service d'Israël, en grande partie ou totalement au service d'Israël. Alors bien sûr, il ne faisait jamais rien sans que ses intérêts personnels s'en trouvent améliorés. Il s'est enrichi d'une façon qui laisse pantois, mais il a surtout sans cesse avancer une série de pions sous la forme de chantage ou sous la forme de négociation ou d'influence politique et économique au profit de l'État israélien. Et ça, c'est vraiment une clé de compréhension. Si on regarde les acteurs des dossiers Epstein, eh bien, on voit évidemment apparaître certains noms qui sont dominants. Epstein a en fait été très rapidement enrichi grâce à un mécénat de Leslie Wexner. Leslie Wexner, c'est un milliardaire du Megagroup. Le Megagroup, c'est une organisation quasiment secrète rassemblant des milliardaires israéliens ultra-sionistes. Donc c'est ce groupe-là, c'est ce milliardaire-là qui a financé initialement Epstein. Epstein a aussi pu connaître une montée dans l'ascenseur social à travers une collaboration étroite avec Ehud Barak. Ehud Barak, ancien premier ministre israélien. Et en fait, Epstein, au cours de plus de 10 ans d'activité, a travaillé toujours en étroite collaboration avec Ehud Barak. Donc, ça permet de déjà comprendre où se situent les acteurs essentiels de l'affaire Epstein. Et on verra que, en fait, Epstein a travaillé en permanence avec différentes personnes, comme Steve Bannon, par exemple, pour toujours, dans différents pays, amener des gouvernements, des partis politiques à changer leur fusil d'épaule, leur vision géopolitique, leur vision géostratégique, pour finir par tomber dans l'escarcelle du sionisme. Ce mot, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce système de pression, de chantage que vous pouvez exercer sur tout le monde, ou peut-être vous préférez qu'on le voit avec les photographes? On pourra voir au cas par cas. En fait, évidemment, je veux dire, en préambule, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que l'affaire Epstein, ce n'est pas qu'une affaire de mœurs, ce n'est pas qu'une affaire de pédocriminalité. Ça l'est, bien sûr, et il ne faut rien en soustraire. C'est une affaire qui comprend des faits de trafic d'êtres humains, de pédocriminalité, de viol, de torture, de cannibalisme, de cannibalisme, de mise à mort. Donc, ça dépasse l'entendement. Mais évidemment, tout ce qui était fait dans ce cadre-là était filmé, photographié. Oui. Tout ça partait évidemment ailleurs,
et devenait un outil de chantage Redoutable. dont a bénéficié Epstein lui-même, mais dont il est évident qu'une nation a particulièrement bénéficié. Et puis, au-delà de cet aspect de mœurs et de pédocriminalité, et de perversion et de crimes sexuels, il y a évidemment tout un travail d'influence. Epstein est un pédocriminel, est un organisateur de réseaux pédocriminels, est un maître chanteur, mais il est aussi un extraordinaire influenceur politique et économique. Et il faut lui reconnaître un talent assez inouï pour mettre en place un réseau comme jamais on n'avait pu y songer. Tous les grands empires de l'histoire de l'humanité sont largement dépassés par le travail qui a été réalisé ici. Évidemment, Epstein n'est pas entre guillemets, le surhomme qui a mis tout ça en place, mais il est, si on prenait un vocabulaire militaire, il a joué le rôle de chef d'état-major de toutes les armées pour tisser cette toile et coordonner toute une série de personnages dans les domaines de la politique, de la finance, des sciences, de la recherche médicale, des lobbies pharmaceutiques, du clonage, de la bioéthique, du bitcoin, des crypto-monnaies. C'est assez inouï avec roi, reine, prince et princesse. C'est tout à fait surprenant de voir l'ampleur de ce réseau et de voir la fascination morbide qu'il pouvait aussi exercer sur toute une série de personnalités, principalement de femmes qui étaient complètement sous son charme. C'est ça que je voulais évoquer, c'est qu'effectivement, en dehors de la jante féminine qui l'aurait pu séduire, mais chaque intervenant, que ce soit des politiques ou des hommes d'affaires, était quand même, si on peut dire, sous le charme de cet homme qui savait les séduire et puis renforcer cette séduction avec des moyens de chantage. Donc, c'était absolument redoutable. Tout à fait. Alors, il y a, disons, toute une série de femmes qui, elles, étaient vraiment apparemment sous son charme. On peut penser, par exemple, à la princesse Mette-Marit, princesse en principe héritière du trône de Norvège, qui donc, elle a par exemple envisagé d'être la mère de son enfant. Enfin, c'est assez extraordinaire. Tout comme la femme d'affaires israélo-allemande Junkermann, elle aussi a proposé d'être la mère de son enfant. Il y a Sarah Ferguson qui, elle, voulait l'épouser. Elle lui écrit que vraiment c'est lui qu'elle voudrait épouser. Donc, il y a cette fascination-là qui est troublante. Et puis, il y a effectivement toute une série d'hommes qui exercent des fonctions de premier plan qui, je pense, ont été, disons, impressionnés très fortement par, effectivement, l'étendue de ce réseau, la puissance de ce réseau, puissance qui dépassait toute imagination. Et donc, effectivement, l'échange s'est fait en permanence entre les carnets d'adresses. Chaque personne que Epstein attirait à lui fournissait son carnet d'adresses et en échange, Epstein le fournissait à cette personne son propre carnet d'adresses et ainsi le réseau ne cessait de s'étendre partout à travers le monde. Une véritable toile d'araignée. Oui, absolument. Alors, vous avez sélectionné quelques photos que l'on va montrer à nos amis internautes. Et pour démontrer justement tous les réseaux d'influence dans lesquels il a intervenu. Donc, je vais vous demander un peu d'indulgence, parce que je ne suis pas très à l'aise pour passer les photos. Et on va le faire, Donc, la première... Oui, on va commencer par la photo du dessus. Donc, bon, ce sera la suivante, si vous voulez bien. On va passer peut-être d'abord à la photo du dessus. Est-ce que vous la voyez bien en plein écran? Voilà. Elle est parfaite, elle était très bien, comme il y a quelques instants.
Donc, cette photo, vous voyez Epstein au centre, photo du dessus. Repassez, si vous voulez bien, la photo. Voilà. Là, vous voyez Jeffrey Epstein au centre. C'est une photo prise chez Jeffrey Epstein, dans l'une de ses propriétés. Jeffrey Epstein est au centre. À l'extrême gauche, vous avez James Staley. James Staley est un haut cadre à l'époque de la JP Morgan Chase Bank, donc l'une des plus grandes banques d'affaires internationales. À côté de lui, juste donc à gauche, quand on regarde cette photo à gauche d'Epstein, vous avez Larry Summers. Larry Summers, c'est l'ancien secrétaire au Trésor des États-Unis. Donc, il a été un membre du gouvernement américain très important pour les finances des États-Unis. Il a ensuite été le président de l'université de Harvard et il était encore, jusqu'il y a quelques jours à peine, il était le professeur toujours à Harvard et il a dû prendre sa retraite anticipée suite aux révélations de ces liens étroits durant de nombreuses années jusqu'à l'arrestation d'Epstein. Voilà, ces liens étroits avec ce réseau d'Epstein. Alors, à droite, Bill Gates, bien sûr, c'est l'une des figures les plus connues de ce réseau. Et tout à l'extrême droite, Boris Nikolic, qui est le conseiller de la fondation Gates à l'époque. Alors, qu'est-ce que montre cette photo? D'emblée, c'est l'influence dans le domaine de la santé, de l'alimentation, de la vaccination. Exactement, tout se croise. S'il faut bien avoir en tête, c'est que Epstein n'a pas segmenté les réseaux. Non, il a sans cesse fait se croiser les gens de tous les milieux. Les gens des milieux politiques, des milieux économiques, des milieux scientifiques, des milieux du monde des vaccins, du monde des nouvelles technologies, et les gens des milieux des médias et du show business, les réalisateurs de cinéma, des actrices, des acteurs, des gens connus dans le monde de la chanson, etc. Il a sans cesse mélangé tout cela dans un grand fatras. Il a imbriqué les uns et les autres de telle façon que tout le monde soit lié. C'est vraiment, je pense que c'est ça qui a fait la réussite pendant si longtemps de ce réseau, c'est que à partir du moment où tout le monde est lié, personne ne peut dénoncer quoi que ce soit. Absolument. Absolument. Alors, on va voir aussi dans le domaine numérique. Je rappelle juste un point, ça c'est déjà connu, mais que donc Bill Gates, Boris Nikolic, et Bill Gates ont été évidemment, avec d'autres, en lien étroit avec Epstein à partir de 2010 déjà, pour envisager le moyen de s'enrichir dans le cadre d'une pandémie. Oui. Et donc, ils ont mis en place progressivement au cours de plusieurs années toute une série d'organismes et d'organismes de spéculation sur la mise en place d'une pandémie. Oui, ils ne seront pas étrangers non plus à ce fameux Event 201 qui simulait la pandémie juste quelques mois avant qu'elle soit déclarée. Tout à fait, absolument. Alors, dans le domaine la photo suivante, numérique et sécuritaire également. Voilà, là on est face au grand nom des technologies et aussi de la sécurité. Donc c'est une photo prise par Epstein lui-même, donc lui n'apparaît pas sur la photo, mais il a pris cette photo. Cette photo, elle date de 2015, en tout cas, c'est dans un mail de 2015 que Epstein joint cette photo, parle de cette photo. C'est un dîner organisé par Reid Hoffman. Reid Hoffman, c'est
richissime homme d'affaires qui est notamment le cofondateur de LinkedIn. Donc, Reid Hoffman organise ce dîner et, outre Epstein, il a invité pour l'occasion Mark Zuckerberg, Facebook, Meta, WhatsApp, Elon Musk, mais oui, Elon Musk, celui qui dit être l'un des principaux dénonciateurs des réseaux Epstein, ben, il était quand même là et on pourra en parler. Et Peter Thiel, c'est le cofondateur c'est d'abord le cofondateur de PayPal, hein, donc le système de paiement en ligne. C'est aussi l'un des plus importants financiers de la recherche sur ce que l'on appelle la parabiose hétérochronique, c'est-à-dire l'hypothèse de rajeunissement par consommation de sang jeune. Et puis, c'est effectivement devenu le patron de Palantir, le système de surveillance et de prédiction destiné donc à, en théorie, protéger des États en prédisant les cibles à éliminer pour un État, pour se protéger. Donc le système Palantir est évidemment en usage en Israël. Il faut se souvenir que, par exemple, les agents qui sont morts dans l'explosion des Beepers, vous vous souvenez, les agents du Hamas, je pense, qui sont morts dans l'explosion des Beepers, eh bien, c'est sur base d'un ciblage par Palantir. C'est Palantir qui a fourni l'ensemble des cibles de l'opération israélienne. Donc, je reste un instant encore sur cette photo plus haut pour comprendre quand même tout ça. Elon Musk, par exemple, je reviens juste un instant sur Elon Musk. Elon Musk affirme qu'il n'a rien à voir avec l'affaire Epstein et que donc il tient absolument à faire la lumière sur ce dossier. Enfin, c'est le même discours que Donald Trump d'ailleurs. Hein. Eh bien, il faut quand même souligner que dans les documents, il ne peut pas disparaître le fait qu'il y a eu des échanges de courriers entre Epstein et Elon Musk à différentes reprises, que Elon Musk écrit à plusieurs reprises à Epstein parce qu'il a grande envie d'aller sur l'île privée d'Epstein. Elon Musk écrit d'ailleurs à Epstein en lui demandant de préciser quand est la prochaine fête la plus folle qui se déroulera sur son île. C'est vrai. Donc voilà, bon, c'est quand même très symptomatique. Et bon, voilà, ce n'est là qu'un bref résumé des échanges entre Epstein et Elon Musk. Donc voilà, il est loin d'être absent de ce dossier. Il est vrai que tout un chacun peut être pris en photo par inadvertance avec. Oui, évidemment. Alors, sans qu'il y ait des liens, mais quand en plus il y a des échanges mails de cette teneur, là il n'y a plus de doute possible. Voilà. Alors je précise aussi, c'est évidemment, ça ne laisse simplement qu'à faire travailler l'imagination, mais quand Epstein partage cette photo dans un mail, il explique à son interlocuteur que c'était un dîner complètement fou. C'est le terme qu'il utilise. Un dîner complètement fou. Après, voilà, on ne sait donc pas évidemment comment il faut interpréter cela, mais en tout cas, ce dîner n'était pas un simple dîner de fonction anodin où chacun est là de façon à représenter sa société. Non, il y avait évidemment d'autres intérêts. Voilà. Bon, le reste, on en parlera éventuellement au gré de l'émission. On peut passer à la photo suivante. Alors voilà, là, à l'extrême droite, Ghislaine Maxwell,
la principale complice d'Epstein, et voilà, condamné à 20 ans de prison ferme pour donc sa complicité avec Elle y est en Epstein, ce moment. est liée en ce moment. Et puis donc, juste à côté, c'est Jared Kushner. Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, président des États-Unis, dont le père est d'ailleurs ambassadeur des États-Unis. Donc, et dont le rôle n'est pas anodin dans le déclenchement de la guerre. Contre l'Iran, bien sûr. Et d'ailleurs d'autres conflits. Jared Kushner, tout le monde sait aux États-Unis qu'il est un personnage qui fait interface entre le gouvernement israélien et le gouvernement américain. Hein. Donc il est régulièrement en visite auprès de Benjamin Netanyahou. Et donc voilà, il est vraiment l'interface entre les deux gouvernements. Oui. On passe à la photo suivante. Si oui, oui. Alors là, une petite précision. Donc, ce n'est pas Epstein que l'on voit, mais c'est pareil chez Epstein. Donc, c'est Epstein qui prend la photo. Alors, l'on voit à l'extrême gauche Steve Bannon, au centre Borg-Brand, et le troisième personnage, je ne sais plus de mémoire quel est son nom. Mais ce qui m'a intéressé, la raison pour laquelle j'ai voulu vous partager cette photo, c'est qu'elle est là aussi une clé de compréhension de toute une série de manipulations d'ordre politique et géopolitique, y compris évidemment particulièrement en Europe. Donc, juste un point sur Borg-Brand. Alors, Borg-Brand, il était le PDG du Forum économique mondial de Davos. Il a été contraint, compte tenu des révélations, de présenter sa démission de cette fonction. Et donc, évidemment, on mesure que le PDG du Forum économique mondial de Davos, c'est quelqu'un d'extrêmement influent. Et en fait, dans les dossiers Epstein, il y a pléthore de gens qui siègent au Forum économique mondial de Davos et qui sont impliqués dans les liens avec Epstein. En boutade, je dis volontiers, la question n'est pas de savoir qui au sein du Forum économique mondial de Davos était en lien avec Epstein, mais qui ne l'était pas. Ne l'était pas. C'est assez extraordinaire. Alors, Steve Bannon, là, je pense qu'il faut vraiment parler de ce personnage quelques instants. Steve Bannon a longtemps bénéficié d'une aura au sein des milieux conservateurs et même des milieux identitaires aux États-Unis, mais aussi en Europe et y compris en France. Donc, Steve Bannon a été à un moment le conseiller de Donald Trump. Il était aussi, on va dire, un journaliste ou en tout cas un animateur d'un site d'information, Breitbart News. Donc, il était vu vraiment comme un personnage défendant l'identité américaine, le conservatisme, le patriotisme américain. Alors que, bon, déjà à l'époque, qui voulait un petit peu s'informer sur le personnage pouvait voir qu'il prenait notamment qu'il prenait la parole au congrès de l'association des chrétiens sionistes, donc voilà, une association évidemment messianiste protestante américaine. Donc bon, ça situait déjà l'angle d'attaque du personnage, mais évidemment, on se souviendra de Steve Bannon pour sa tournée en Europe. Parce que lui, Alain, c'est pas lui qui a demandé, qui a appelé au soutien du RN par les républicains et les conservateurs américains? Oui, oui, absolument. Donc, Steve Bannon est venu en Europe faire la tournée de tous les mouvements politiques en plein essor dans la mouvance identitaire, si je puis dire. Donc, Steve Bannon a rencontré au cours de sa tournée les gens du Rassemblement national, du Vlaams Belang,
de la Lega en Italie, de l'AfD en Allemagne, le parti de Strache en Autriche. Voilà, il a vraiment fait le tour de tous les partis qui sont un peu considérés comme la droite authentique, la droite nationale, ce que les médias classiques appellent l'extrême droite. Voilà, il a fait le tour de tous ces partis-là en Europe. Et la grande révélation des dossiers Epstein, c'est qu'il a fait cette tournée en liaison directe et continue avec Epstein. C'est-à-dire que tout a été planifié avec Epstein. L'opération a été en grande partie financée par Epstein. Durant la tournée en Europe, Bannon tenait informé Epstein quasiment en direct de chaque négociation, de chaque avancée, de chaque rencontre. Je donne quelques précisions. Donc, Epstein, avant de lancer Bannon en tournée en Europe, s'inquiète de l'état de santé de Steve Bannon, propose à Bannon de passer tout frais payé par Epstein dans une clinique privée de grand luxe pour faire un checking complet de son état de santé. Puis ensuite, lui organise les trajets aériens. Évidemment, c'est Epstein qui règle les trajets aériens. Et donc, au fur et à mesure des rencontres de Bannon avec différents interlocuteurs, Bardella, Marine Le Pen, Salvini, Strache, etc., chaque fois que Bannon a rempli sa mission, c'est-à-dire qu'il a fait tomber, si l'on veut, ces personnages dans ce que j'appellerais le national-sionisme, il informe Epstein de la réussite de sa mission, et à chaque fois, Epstein le félicite avec grands éclats pour la réussite de chacune des étapes de cette opération. Alors ici, c'est Miroslav Lajak qui est aux côtés d'Epstein. Miroslav Lajak, c'est un personnage là aussi qui est intéressant. Il a été le président de l'Assemblée générale des Nations unies en 2017 et 2018. Il est l'ancien ministre des Affaires étrangères slovaque. Il a démissionné là, depuis. Voilà, il était encore donc lorsque la justice américaine a dévoilé donc ces millions de pièces relatives au dossier Epstein, il était le conseiller sécurité nationale en Slovaquie et donc il a dû présenter sa démission de cette fonction. Un élément intéressant, c'est que à un moment dans les échanges entre Epstein et Steve Bannon, Steve Bannon demande à Epstein qui pourrait remplacer les dirigeants à la tête de l'Union européenne. Il y a une conversation stratégique sur qui pourrait être mis dans le cadre de ce plan à la tête de l'Union européenne, et Epstein propose en premier nom Miroslav Lajak. On notera qu'en deuxième nom, il propose Sebastian Kurz, qui a été le chancelier autrichien, que beaucoup voyaient là aussi comme un bon conservateur qui avait envisagé une alliance avec le parti identitaire autrichien de Strache. Voilà. Donc, tout est toujours en liaison. Alors, évidemment, donc, ces gens-là parlent de politique, de géopolitique, d'affaires, mais ils parlent aussi évidemment de filles. Miroslav Lajak, dans ses échanges de mails, parle aussi de femmes, de filles. Voilà, il y a des négociations continues qui ne sont pas que politiques, loin de là. Ça ne veut évidemment pas dire que Miroslav Lajak est d'emblée potentiellement pédocriminel ou a fait les pires
abominations qui apparaissent dans les dossiers Epstein, mais en tout cas, il apparaît de façon certaine qu'il savait pertinemment qui était Epstein, il savait la face pédocriminelle d'Epstein, et il blaguait abondamment, et pas que blaguait, avec Epstein au sujet de filles. Et même chose pour Steve Bannon d'ailleurs, hein, ne croyons pas que Steve Bannon était en lien avec Epstein uniquement pour les affaires géopolitiques et ne savait rien des faces les plus sombres d'Epstein. Au contraire, Bannon, à un moment, a proposé ses services pour établir une stratégie de communication d'Epstein pour contrecarrer l'image de pédocriminel qu'il avait dans les médias. Oui, on a même pu voir des photos où il est en compagnie du pape. Voilà, là, c'est donc un ensemble. La pièce, le montage photographique que vous voyez là est directement donc issu du ministère de la Justice américaine. Les 3 photos sont contiguës. Donc, vous avez 2 photos de cadre. En fait, ce sont des photos prises par les agents du FBI lors des perquisitions dans l'un des domiciles, dans l'une des propriétés d'Epstein. Et donc, Epstein avait quantité de photos où il apparaissait avec des personnalités célèbres à travers le monde. Et donc, l'une de ces photos, c'est Epstein et sa complice Ghislaine Maxwell qui sont reçus au Vatican par Jean-Paul II et reçoivent la bénédiction de Jean-Paul II. C'est complètement hallucinant. Oui, oui. C'est vraiment. Ça lui donnait une dimension spirituelle, ça montrait que. Oui, tout à fait. Alors bon, déjà on a du mal à comprendre pour quelles raisons Epstein et Ghislaine Maxwell se retrouvent à avoir besoin d'une bénédiction de Jean-Paul II. Ni Epstein ni Ghislaine Maxwell ne sont connus pour être des piliers d'église. Ce n'est pas vraiment le catholicisme qui est leur confession religieuse. Hein. Donc, on ne comprend pas trop pourquoi avoir besoin d'une bénédiction de Jean-Paul II. Mais en tout cas, ça montre aussi toutes les failles des services du Vatican, parce qu'évidemment, il aurait fallu quand même, avant de laisser quelqu'un se retrouver devant le pape pour obtenir une bénédiction, se renseigner sur la personne que l'on reçoit. Et donc, c'est quand même assez inquiétant de constater. Voilà, parce qu'il y a eu quand même pas mal de barrages à franchir avant de pouvoir obtenir ce rendez-vous. Et voilà, si vous faites du tourisme à Rome et que vous vous retrouvez aux portes du Vatican, il ne suffit pas de vous présenter aux gardes pontificaux pour demander d'être reçu et vous retrouver quelques instants après dans l'antichambre des bureaux pontificaux et recevoir la bénédiction du pape. Hein. Tout ça s'organise et donc il y a quand même un travail administratif qui normalement est accompagné d'un check-up des noms pour que n'importe qui ne se retrouve pas à genoux devant le pape. Alors, un check-up des noms, ça nous amène tout droit à ce fameux passeport, un vrai faux ou un faux vrai passeport. Voilà. C'est un vrai passeport autrichien. Là, on entre dans un sujet qui a jusqu'à présent été peu traité. Ce sont les liens d'Epstein avec les pays du Moyen-Orient. Oui. Donc, il s'agit donc d'un faux passeport saisi par les enquêteurs du FBI dans l'une des propriétés d'Epstein. C'est un faux passeport autrichien. Epstein, c'est bien la photo d'Epstein, évidemment, mais il n'y a pas le nom d'Epstein sur ce passeport. C'est Marius Robert Fortelny. Voilà, hein, donc Epstein usurpe une identité et surtout l'adresse d'Epstein sur ce passeport, elle est en Arabie Saoudite. Oui.
Alors, ce n'est pas qu'un faux passeport, disons, de collection. Non, ce passeport a servi, hein. Donc, il contient plusieurs tampons, et donc ce passeport a bien été utilisé pour différents voyages vers et en retour de l'Arabie Saoudite notamment. Oui, oui, il allait souvent, puisqu'on va voir avec la Voilà, photo. alors on commence là par quelques photos d'Epstein avec le sultan bin Sulayem. Alors le sultan Ahmed bin Sulayem, c'est l'ancien PDG de DP World à Dubaï. Donc, il apparaît souvent en compagnie du souverain de Dubaï. Il a évidemment participé à différentes réunions au Forum économique mondial de Davos. Bin Sulayem a aussi rencontré Donald Trump dans le cadre de ses activités d'affaires. Epstein le décrit comme un meilleur ami en qui il a toute confiance. Epstein le qualifie de drôle et d'instruit. Et d'emblée, on va s'arrêter sur un élément, c'est qu'il est tellement drôle et instruit que c'est avec lui que s'échangent des vidéos de torture. Donc, alors, il y a en fait dans les mails divulgués par la justice américaine, il y a eu initialement un mail dont le nom du destinataire n'apparaissait pas. Il était biffé. C'était donc Epstein qui remerciait son interlocuteur pour une vidéo de torture. Epstein écrivait « J'ai adoré la vidéo de torture ». Or, dans un second temps, des pièces divulguées par la justice américaine ont été reprises pour enlever les noms effacés de toute une série de pièces initialement déjà dévoilées. Et donc, c'est ce qui a permis de voir avec certitude que donc l'échange au sujet de la vidéo de torture, eh bien, c'était entre Epstein et le sultan Ahmed bin Sulayem. Alors, oui, pardon. Je vais juste traiter l'ensemble des données avec lui, parce que de nouveau, ça va comprendre toutes les imbrications morales, hein, voilà, la torture, le viol, le trafic, mais aussi de nouveau géopolitique. Hein. C'est-à-dire que en 2009, bin Sulayem met Epstein en copie d'un courrier adressé à Peter Mandelson. À l'époque, il est secrétaire d'État britannique aux entreprises. Et donc, bin Sulayem demande conseil à Epstein sur la rédaction de courrier qu'il va adresser à Peter Mandelson. C'est significatif, évidemment. Ouais. Alors aussi, les deux hommes, Epstein et le sultan bin Sulayem, vont évoquer ensemble dans plusieurs messages la médiation entre les Émirats arabes unis et Israël. Et donc, Epstein organise en 2012 la mise en contact entre Ehud Barak, ancien premier ministre israélien, et le sultan bin Sulayem. Et il faut se souvenir qu'en 2018, eh bien, il y a une rencontre qui est organisée aussi aux Émirats arabes unis entre Steve Bannon, encore lui, et le sultan bin Sulayem, et que tous les échanges entre les deux hommes pour préparer cette rencontre et ensuite pour parler du bilan de cette rencontre, eh bien, atterrissent systématiquement dans la boîte mail de Jeffrey Epstein. Bin Sulayem, c'est encore quelqu'un qui envoie régulièrement à Epstein donc, des contenus pornographiques, hein, et des commentaires sur des filles. Alors, c'est pas que des vidéos de torture, mais en tout cas, apparemment, bin Sulayem est très porté sur la pornographie, et donc il y a énormément de messages qu'il adresse
à Epstein qui sont de nature pornographique. À un moment, il y a aussi une demande d'Epstein pour développer les talents de l'une de ses masseuses, entre guillemets. Et donc, Bin Sulayem propose à Epstein d'envoyer cette fille décrite comme une masseuse dans un palace de Turquie pour qu'elle acquiert plus d'expérience. Ça vous donne une idée voilà, du trafic international de filles qui s'est opéré. Mais ce que encore un point, dans un échange préparant une rencontre entre Bin Sulayem et le japonais Joito. Alors Joito, c'était le directeur du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, une université américaine spécialisée dans les technologies. Epstein donc prépare la rencontre entre Bin Sulayem et le japonais Joito. On va le voir dans une... Voilà, c'est la transition. Mais avant de changer, je voulais vraiment souligner, sur la photo de gauche, on a l'impression que c'est un tapis qui est par terre. Et après recherche, il s'agit en fait d'une tapisserie qui est constituée de fils d'or. Et c'est la tapisserie qui enveloppe le cube qui renferme la pierre noire. Voilà. Et Epstein en a obtenu un morceau. Oui, tout à fait. C'est assez extraordinaire de voir que, en fait, il a bénéficié de contacts de tout premier plan avec toute une série de personnalités, y compris religieuses, donc que ce soit musulmanes ou catholiques. Je pourrais m'attarder. Alors, donc là, on voit Epstein habillé en tenue d'émir. Ça, c'est l'une des photos les plus inattendues. Et il faut bien préciser que Epstein a eu énormément de contacts au Moyen-Orient, pas simplement avec Bin Sulayem, mais Epstein était aussi en contact étroit avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Alors, on le verra aussi plus tard, et entre-temps, là, on il voit, est en tenue d'émir, mais il porte aussi le t-shirt de Tsahal, l'armée israélienne. Donc, il était visiblement très fier de ce t-shirt. Ça apparaît sur plusieurs photographies. Et voilà, le t-shirt a été, pour l'anecdote, saisi par le FBI, qui a fait des photos de quasiment tout ce qui pouvait être à connotation idéologique dans les propriétés d'Epstein. Epstein en Afrique, ça c'est aussi, en Afrique noire, là on voit Epstein au milieu de soldats africains. Epstein ne s'est pas simplement intéressé aux pays du Moyen-Orient, aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite, à Dubaï, etc. Non, il a aussi eu pas mal de voyages en Afrique noire. Alors, on pourrait parler dans un premier temps. Il était mêlé à du trafic d'armes, non? Alors, à du trafic d'armes, mais plus précisément à de la vente d'armes israéliennes et de matériel israélien à la Côte d'Ivoire notamment. Alors, tout ça prend racine avec le contact qu'il développe avec Nina Keita. Nina Keita, c'est la nièce du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et donc, de 2011 à 2018, il va y avoir une correspondance régulière entre Epstein et la nièce du président de Côte d'Ivoire. Nina Keita va fournir des filles à Epstein, de jolies africaines, même si Epstein n'aime pas trop personnellement, lui, les africaines. Il le dit dans plusieurs de ses échanges. Personnellement, il n'aime vraiment pas les femmes noires, mais il en a besoin pour quantité de gens qui passent dans ses propriétés. Et donc, il négocie avec la nièce du président ivoirien la venue la vente quasiment de filles pour les réseaux Epstein. Mais en 2011, Nina Keita présente donc son oncle, le président, à Epstein lors d'un voyage du président ivoirien à New York. En 2012, elle organise une visite d'Epstein à Abidjan, et là, elle fait rencontrer à Epstein à nouveau son oncle, le président Ouattara, ainsi que plusieurs ministres
qui vont discuter ensemble d'investissement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que donc, il va y avoir, à cette période-là, et un peu plus tard, il va y avoir de grands troubles en Côte d'Ivoire. Il y a des troubles qui nécessitent de faire intervenir l'armée. Ouattara n'est pas du tout sûr de pouvoir conserver le pouvoir. Et donc, c'est à ce moment-là qu'Epstein présente au président ivoirien Ouattara l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak. Et donc, au préalable, Epstein informe Ehud Barak de l'opportunité de ces troubles en Côte d'Ivoire pour vendre du matériel israélien à la Côte d'Ivoire. Et donc, ils vont négocier, et la négociation va aboutir. En 2014, la Côte d'Ivoire va acheter un vaste système de surveillance israélien fourni par les services de renseignement israéliens par l'intermédiaire d'Ehud Barak pour une somme assez colossale qui va permettre à Ouattara de garder la population ivoirienne sous surveillance tant des communications téléphoniques que de tout ce qui concerne l'Internet. Au passage, Ehud Barak vend également à Ouattara un Boeing 727 pour la présidence. Donc tout est toujours au profit des intérêts d'Israël. En l'occurrence, il y a les intérêts personnels, évidemment. À chaque fois, Epstein prend sa commission et s'enrichit, mais c'est toujours aussi au bénéfice de l'État israélien. Il faut se rendre compte que Ehud Barak, même lorsqu'il n'était plus ministre israélien, il a été Premier ministre et ministre de la Défense, était toujours reçu en Côte d'Ivoire comme représentant officiel du gouvernement israélien, contrairement à ce que dit Benjamin Netanyahou. Puis il faut aussi avoir en tête que Epstein a aussi joué un rôle au Sénégal, et c'est notamment sous la pression d'Epstein qu'en juin 2016, le président sénégalais de l'époque, Macky Sall, gracie Karim Wade. Alors là encore, on retrouve la trace du sultan bin Sulayem, parce que c'est le sultan bin Sulayem qui, dès 2012, met en contact Epstein avec le docteur Cheikh Kanté, qui est alors le directeur du port autonome de Dakar. Et c'est par cet intermédiaire-là que Epstein va commencer à être en contact avec le président du Sénégal de l'époque, Macky Sall. Et ensuite, donc, va développer ses contacts avec Karim Wade, qui a été gracié grâce à son intervention. Donc voilà, tout ça va faire l'objet de projets bancaires, d'investissements, là encore toujours au profit et bien sûr en partie d'Epstein et de représentants israéliens. On va finir, si vous voulez bien, avec Rohito et Hoffman. Oui, alors là, donc, Hoffman, le milliardaire cofondateur de LinkedIn, Rohito, japonais qui dirigeait à l'époque où ils se sont rencontrés l'université des technologies américaines du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Et donc, en fait, ils vont abondamment collaborer. Epstein va financer abondamment cette université américaine. Et ça va avoir des répercussions dans plusieurs domaines. À la fois, Epstein et Rohito vont, par l'intermédiaire de cette université, prendre le dessus sur la stratégie du Bitcoin, d'une part, et d'autre part, c'est aussi par l'intermédiaire de financement de cette université que Epstein va financer des organisations bouddhistes du Dalai Lama. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je développe, on n'a peut-être plus tellement le temps. Peut-être 2-3 minutes encore. Bon, donc il faut savoir que Rohito a démissionné là récemment. Alors, il a donc, de toute façon, à partir de 2019, de l'arrestation
d'Epstein aux États-Unis. Rohito a perdu son poste donc à l'université de l'université des technologies des États-Unis et il s'est retourné au Japon où il est devenu le conseiller numérique du gouvernement japonais. Et donc, voilà, il n'a pas perdu. Je crois avoir vu qu'il venait de démissionner du gouvernement. Exactement, parce que il y a quelques jours, la tension a grandement monté au sujet de son passé, et donc il a été contraint de démissionner. Mais c'est dire que de 2019 à donc février 2026, malgré son implication très importante dans les dossiers Epstein, il avait retrouvé une place de premier plan au Japon. Et c'est ce que je veux souligner aussi. On voit toute une série de gens qui démissionnent, que ce soit le président du Forum de Davos, que ce soit une grande avocate de Goldman Sachs, que ce soit des ministres ici ou là. Mais leur démission n'est pas poursuivie d'accès devant les tribunaux. Ils ne sont pas poursuivis par la justice, jamais. Soit ils démissionnent, soit ils prennent une retraite anticipée, comme c'est le cas avec Larry Summers, par exemple, ou avec Tom Pritzker des hôtels Hyatt. Mais en fait, ne vous inquiétez pas pour leur sort. Ils seront toujours, évidemment, replacés ailleurs, discrètement, comme ça a été le cas pour Rohito pendant 7 ans au Japon. Et donc, voilà, ce qui est frappant, il n'y a pas, pour l'instant, de gens qui sont devant les tribunaux dans ce dossier. Ouais. Alors, vous vouliez terminer, vous venez de l'évoquer. Voilà, bon, je parlais des liens avec le bouddhisme. Là, c'est Epstein et Mathieu Ricard, le moine bouddhiste français, fils du philosophe Jean-François Revel. Donc, Epstein a rencontré... pardon ? Pédocriminel, Jean-François Revel. Alors, bon, là, je vous laisse développer en plus, mais surtout, ici, ce que je voulais souligner, c'est que Epstein et Mathieu Ricard se sont rencontrés une première fois en 2015 à Harvard, et il faut souligner que l'université d'Harvard est aussi un nid de professeurs mouillés jusqu'au cou dans l'affaire Epstein. Et ensuite, donc, ils se sont rencontrés à Paris, en l'occurrence le 12 novembre 2015, et il y a un échange tout à fait énigmatique. Donc, Epstein demande à Mathieu Ricard un rendez-vous. Mathieu Ricard propose le rendez-vous chez sa maison d'édition, et puis il écrit à Epstein: nous avons un endroit calme pour discuter et 3 petits points. Discuter et quoi? On ne le saura jamais, mais en tout cas, donc la phrase est pour le moins énigmatique. Il est revenu sur ce rendez-vous, Mathieu Ricard. Oui, alors il a prétendu qu'il ne savait pas pourquoi Epstein lui avait demandé ce rendez-vous, qu'il lui semblait qu'il avait déjà tout dit lors de leur rencontre à Harvard. Ils ont soi-disant discuté philosophie et sciences neurologiques. Je veux bien, mais enfin, bon, de nouveau, le bouddhisme... le bouddhisme est aussi, et il faut le souligner, fréquemment cité dans la pédocriminalité, que ce soit dans les centres bouddhistes au Tibet ou dans les centres bouddhistes en Europe. Et puis donc, je rappelle que via l'Université des technologies, le MIT, Epstein a financé des organisations bouddhistes directement liées au Dalai Lama, ce qui est d'ailleurs intéressant pour montrer les montages réalisés, c'est qu'en fait, l'un des dons transite par une association soi-disant relative à l'éducation, qui est présidée par une femme mannequin de l'agence de Jean-Luc Brunel, l'autre pédocriminel français, directement fournisseur de filles à Epstein. Donc vous voyez, même dans le cadre des universités, on crée des associations complètement bidons, dont on donne la présidence à une femme mannequin qui n'a absolument
a priori compétence pour ça et qui va donc simplement servir à faire transiter de l'argent auprès d'associations bouddhistes et au financement du Dalai Lama. Je rappelle, parce que beaucoup de bouddhistes mettent en doute la réalité de tout ça, je rappelle que le Dalai Lama avait déjà accepté en 2009 un don d'une secte pédocriminelle pour simplement prendre la parole durant un événement de cette secte pédocriminelle. Le Dalai Lama avait reçu une somme d'1 million de dollars à l'époque, simplement pour venir prendre la parole au sein de cette secte dirigée par Ket Raniere, qui en 2019 a été condamné à 120 ans de prison pour ces différents méfaits. Et cette secte bouddhiste pédocriminelle était financée par la milliardaire Sarah Bronfman. Voilà, j'en arrête ici ma petite liste de faits qui me semblent mériter d'être cités pour comprendre l'étendue des rouages de ces réseaux. Justement, Alain, devant la timidité des médias mainstream, quelles informations mériteraient d'être davantage investiguées, à votre avis? Je pense qu'il n'y a rien qui est à négliger. Parce que, en fait, plus je passe du temps à étudier ces dossiers, plus je peux comprendre l'étendue des imbrications entre les uns et les autres. Et donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de comprendre, bien sûr, à quel point les accusations de pédocriminalité, de pédosatanisme, de torture sont fondées. C'est important que les gens prennent conscience qu'on avait affaire vraiment à des fous sadiques, pas simplement à des pervers, hein, pas simplement à des amateurs de jolies jeunes filles, hein, mais que aussi, derrière tout ça, il y a vraiment cette influence géopolitique israélienne, par l'intermédiaire notamment de l'entreprise du chantage, mais donc une influence qui s'est étendue sur tous les continents. Et donc, que tout est lié, hein, ça va de la distribution des prix Nobel à la distribution de prix d'architecture internationaux, en passant par des travaux de physiciens, des recherches en Ukraine sur le clonage. Pardon ? Il y a un moment où Epstein avait voulu le prix Nobel aussi, c'est ça ? Oui, lui-même avait espéré avoir le prix Nobel, c'est assez amusant. Voilà. Mais tout ça est complètement fou, et donc je pense qu'il ne faut pas que les gens se lassent de ce dossier. La grande erreur serait de dire « Oh, ben j'ai compris, c'est une affaire de puissants qui aiment les balais roses, on connaît ça, en soi, rien neuf sous le soleil. » Non, la dimension géopolitique est pas négligeable. Exactement. Elle est vraiment essentielle pour comprendre ce qui se trame. Et en fait, quand on voit l'étendue des sujets abordés par Epstein et les gens avec lesquels il envisageait des projets, on comprend que rien de ce qui concerne notre vie personnelle n'échappe aux enjeux traités par Epstein et ses complices. La bioéthique, le clonage, à un moment, ils discutent de la façon dont on pourrait éliminer les gens inutiles et les gens pauvres. Voilà, rien n'est exclu dans ces dossiers. Et donc, on ne peut pas considérer que ça ne nous regarde pas ou que c'est secondaire. Bien sûr. Bien sûr. Alors, vous pouvez dire à nos amis internautes où ils peuvent vous retrouver. Je sais que vous avez prévu toute une série de vidéos. Oui, alors donc évidemment, j'invite ceux qui nous écoutent à rejoindre mon canal Telegram ou X-Twitter personnel au nom d'Alain Escada, mais aussi évidemment les réseaux sociaux de Civitas International, que ce soit donc sur Telegram, sur X-Twitter, sur YouTube, et donc j'entame une série de vidéos consacrées les unes après les autres à une pièce, enfin disons
une thématique de l'affaire Epstein, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Dont Voilà. vous nous avez donné un aperçu. Ce n'est qu'un aperçu, comme je l'avais fait déjà chez un autre de vos confrères, et vraiment j'ai matière suffisante pour chaque fois arriver avec des pièces dont je n'avais pas encore parlé ailleurs. Donc j'ai un réservoir malheureusement assez important de pièces qui permettent chaque fois de mieux comprendre l'étendue des rouages de l'affaire Epstein et les implications géopolitiques et financières au-delà des affaires strictement de pédocriminalité qui néanmoins ne sont évidemment pas négligeables. Et on vous remercie pour toutes ces informations que vous nous avez réservées en prime. Oui, oui, bien sûr, et avec plaisir. Et continue de susciter de nombreuses questions parce qu'au-delà du scandale judiciaire, elle interroge le fonctionnement des élites, les réseaux d'influence, les institutions. Enfin, vraiment, merci à vous. Et chers amis internautes, n'hésitez pas à aller sur les canaux officiels de Alain Escada et de Civitas International. Et merci infiniment. Merci à vous, Jackie. Merci vraiment. Les internautes ont été intéressés, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Ce sont les débats qui permettent d'éclairer des sujets complexes. Merci beaucoup, Alain. À très bientôt, Jackie. Merci vraiment pour votre invitation. Merci, Eric Montana. Merci pour le travail que vous faites aussi, parce que nous avons besoin de médias alternatifs, de médias dissidents. Sans ça, pas moyen de faire passer la vérité. Merci, Alain. Chers amis internautes, je vous dis bonsoir et à la semaine prochaine.